Bon, ça va? Donc, je m'appelle Christophe, je suis le fondeur SEO de Slite. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Slite ici? Quelques-uns. Ok, donc je vais commencer par d'abord, qu'est-ce que c'est Slite? Slite, c'est une base de connaissances pour les entreprises. Et depuis quelques mois, en fait, depuis décembre de l'année dernière, on s'est mis un peu à fond sur l'AI. Ça a été une grosse évidence pour nous. On a beaucoup de data utilisateurs sous forme texte. On a énormément de jobs sur lesquels on peut aider les utilisateurs avec l'AI. Et du coup, on va vous présenter un peu tout ça. Alors, le but de ce talk, je reviens sur la slide juste avant, c'est surtout de parler de l'aspect product thinking et design avec les LLM et avec les AI. Ça introduit d'autres challenges par rapport à juste réfléchir à une nouvelle feature pour vos utilisateurs. Et on commence à avoir beaucoup d'efforts en cours et du coup, on a un petit retour d'expérience. Évidemment, tout est très récent, donc tout ça, c'est notre point de vue par rapport à ce que nous, on a vécu. Et je pense que dans 6 mois, je pourrais refaire un talk très différent. Donc ouais, il y a 6 mois, donc en décembre, on a commencé à explorer les AI. Le premier produit phare qu'on a lancé, mis à part les AI dans l'éditeur que vous avez peut-être déjà vu dans d'autres produits, c'est ce qu'on appelle Ask, qui vous permet d'avoir votre base de connaissances, de poser des questions, d'avoir des réponses compilées parmi tous les documents auxquels vous avez accès, avec les sources associées. Donc concrètement, dans une équipe de 500, 1000 personnes, vous avez énormément de personnes en support qui ont besoin d'avoir de la data qui vient des développeurs, des products, etc. Vous allez pouvoir avoir tout simplement une barre de recherche en NLP. Vous allez juste pouvoir poser votre question, trouver votre réponse. Et évidemment, ça, c'est quelque chose qui a eu une super bonne résonance avec nos utilisateurs. C'est pour l'anecdote, dans notre produit, en termes de stickiness et de rétention utilisateur, les deux features classiques d'une knowledge base, c'est l'éditeur et la barre de recherche. Et la seule feature qui, après activation, a une meilleure rétention, c'est Ask. Ce qui est assez exceptionnel, parce qu'on ne pensait pas pouvoir en fait aller au-delà de ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui pour nous a changé va changer, je pense, notre industrie. Les deux biais, oui, alors tout le talk est en anglais. On est une boîte internationale, on travaille qu'en anglais, donc c'est pour ça. Mais du coup, je vais probablement faire beaucoup d'anglicisme. Les deux pitfalls de l'idéation avec les AI qu'on a vu nous en interne immédiatement. C'est l'aspect, on pense que l'AI peut résoudre tous les problèmes et on pense que l'AI doit être utilisé partout parce que c'est trop cool et qu'on a absolument envie de créer quelque chose avec cette technologie. Pour commencer sur ça, est-ce que l'AI peut résoudre n'importe quel problème? Ça, c'est, je pense, assez important. Ça, c'est un exemple assez basique. Nous, c'est des choses qu'on voit dans notre industrie. À gauche, vous avez mon Google Drive. Imaginez que vous mettez un Google Drive, votre Google Drive de votre boîte. Vous pluguez un LLM dessus avec un bon moteur de recherche, etc. Vous lui posez une question. À votre avis, quelle réponse il va pouvoir vous donner? Et donc là, par exemple, pour nous, si jamais je demande à mon Google Drive, c'est quoi notre one-liner pitch? Il va plus probablement répondre The Note App for Teams, qui était effectivement notre one-liner pitch, la description de slide, mais c'était en 2018. Donc ça, c'est un des premiers problèmes avec l'AI, c'est qu'il ne peut pas résoudre tous les problèmes pour vous. Ce n'est pas une intelligence supérieure. Donc ça, c'est une quote de David Lieb, qui est le fondateur de Google Photos, qui, pour moi, a eu la meilleure approche de l'intelligence artificielle avant que ce soit avant la Gen AI, avant les LLM, qui dit concrètement, si jamais vous staffez énormément de gens extrêmement smart sur un problème et qui ne sont pas capables de le répondre, donc typiquement, je demande à les personnes dans la salle de travailler pour moi pour une journée, je vous donne mon Google Drive, je vous demande c'est quoi et vous n'avez que accès à cette data, c'est quoi notre pitch? Vous n'allez pas pouvoir imaginer l'information qui n'est pas écrite dedans. C'est assez basique, hein, c'est très simple, mais ça, c'est un des premiers biais de l'AI, c'est qu'on pense qu'il peut... on a un espèce de biais quand on réfléchit au produit qui peut tout faire. Voilà, c'est pas le cas. Le deuxième aspect pour moi qui est assez important, surtout en ce moment, c'est est-ce on doit utiliser l'AI pour tout? Donc ça, franchement, j'ai pris 2 secondes. Je suis allé sur Product Hunt, donc une liste de plein de produits qui sortent en ce moment. J'ai regardé la table AI et j'ai regardé juste les projets qui me semblaient le plus choquants. Donc là, c'est celui-là, c'est concrètement un projet qui propose d'utiliser l'AI pour agir comme votre psychiatre. Je pense pas que ce soit une très bonne idée. Je pense qu'il vaut mieux consulter si jamais vous avez un vrai problème, plutôt que d'utiliser un outil d'AI. Et là, c'est vraiment pour moi un principe premier, une réflexion en principe premier, c'est simplement à la base, ça reste, vous construisez un produit. Make something people want, c'est le motto de Voici. Il faut simplement trouver vraiment un problème utilisateur qui vaut la peine d'être résolu et le résoudre de la même manière que vous le feriez avec des algorithmes prédictifs. Voilà. Et du coup, on en vient à comment idéer avec l'intelligence artificielle. Alors là, je reviens sur Google Photos parce que c'est vraiment pour nous l'inspiration. Le gars que je vais vous montrer dans quelques slides avant, David Lieb, pour moi a été une super inspiration.
Pour moi, le Google Photos, c'est un des seuls produits grand public qui a mis énormément d'intelligence artificielle en production, sans forcément qu'on s'en rende compte d'ailleurs, et qui l'a fait extrêmement bien très très tôt. Et la manière dont il réfléchissait, c'est vraiment genre, est-ce que je pourrais demander à quelqu'un de faire pour moi ces jobs-là? Donc typiquement, là, vous avez plein de features de Google Photos. Donc, Google Photos, c'est une galerie d'images. Je pense qu'il y en a plusieurs qui ont utilisé. C'est très similaire à Apple ou à iPhoto, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et l'idée, en gros, c'est assez simple. C'est, je vais demander je pourrais demander à quelqu'un qui est suffisamment intelligent mais qui a aucun contexte de détecter toutes les photos qui sont pas dans le bon sens. Je pourrais demander à quelqu'un qui est suffisamment intelligent mais qui n'a pas de contexte. Est-ce que tu es capable de me détecter tous mes screenshots, tous mes reçus que j'ai scannés pour que je les enlève d'un coup parce qu'en fait ça pollue ma librairie. Je pourrais dire est-ce que tu es capable de taguer toutes les personnes qui se ressemblent. Après je te dirai comment ils s'appellent derrière quand je tape Pierre, je vais retrouver toutes les photos avec Pierre. Si jamais je retrouve quelque chose où je dis Pierre qui fait du ski, tu vas pouvoir me retrouver ce genre de photos. Et ça c'est des choses en fait effectivement vous pourriez demander à quelqu'un. Et c'est la bonne manière pour moi de réfléchir à ce qui est faisable ou non avec les AI. C'est qu'est-ce que vous feriez si jamais vous aviez 1000 versions, 1000 personnes, 1000 robots de quelqu'un que vous considérez très intelligent, qui soit à votre service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans émotion. Et vous pouviez leur demander en fait, de faire des choses pour vous sur votre data dans votre application. Donc ça, c'est mon CTO transformé avec Midjourney. Photo un petit peu qui fait un peu peur, mais voilà. L'idée, c'est vraiment de réfléchir en permanence comme ça. Et nous, c'est comme ça qu'on a approché la chose. La question que je vous pose, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire, ou plutôt qu'est-ce que vous demanderiez à ces 100 robots si jamais vous aviez votre knowledge base à vous, votre espace de documentation, quel que soit l'outil que vous utilisiez, demain. On s'est posé cette question. Ça, c'est quelque chose qu'on a fait à partir de décembre, en fait. On a eu une espèce de liste de choses qu'on se disait, OK, ça, c'est vraiment des jobs qui sont problématiques, des choses que je ne prends pas le temps de faire, qui demandent beaucoup d'efforts, mais que je pourrais effectivement demander à une IA de faire le taf pour moi. Donc, typiquement, est-ce que tu es capable de résumer ce texte? Est-ce que tu es capable de le traduire? On va assumer que ces robots sont fluents en indonésien et en espagnol. Est-ce que tu es capable de corriger mes fautes d'orthographe, etc. Et ça, c'est quelque chose, évidemment, oui, c'est tout à fait possible. Et ça, c'est quelque chose qui vous donne en fait énormément qui va vous faire gagner énormément de temps. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a dans l'éditeur, où vous êtes capable de pouvoir reformater tout votre texte et de corriger toutes les fautes de grammaire, changer la formulation, rendre votre texte plus court, etc. Et ça, c'est tout à fait faisable avec des LLM aujourd'hui. Une autre question qu'on avait, c'est énormément de personnes ont de la connaissance déstructurée. Et par contre, de l'autre côté, en tant que lecteur dans une base de connaissances, vous avez besoin d'accéder à de la connaissance qui soit lisible pour vous. Donc, est-ce que tu es capable de prendre ce draft que j'ai juste pondu, où j'ai mis quelques phrases, des bullet points, etc., et d'appliquer un template, donc une structure, a posteriori dessus. Et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué à faire avec des algorithmes de base. Mais par contre, les LLM, eux, peuvent le faire extrêmement bien. Donc ça, c'est une feature qu'on est en train de développer qui va arriver en production dans pas longtemps. Évidemment, l'exemple que je vous ai montré un peu plus haut, est-ce que tu es capable de lire tous les documents auxquels j'ai accès et en fait, d'être prêt, dès que j'ai une question pour toi, à répondre à ma question, à m'écrire un exergue de la réponse et de me dire d'où est-ce que tu as généré cette réponse. Et ça, c'est quelque chose, encore une fois, qui aujourd'hui marche en production. Vous pouvez aller sur slide.com, créer votre compte et vous allez pouvoir l'utiliser immédiatement. Un autre exemple qui est quelque chose qu'on est en train de développer en ce moment qui est assez cool, c'est l'idée de se dire, quand vous arrivez dans une base de connaissances ou dans n'importe quel outil en réalité, un des jobs qui est le plus contraignant, qui est de structurer votre base de connaissances. Par où est-ce que je commence? Qu'est-ce que je vais mettre comme page, comment est-ce que j'organise ma structure, etc. Ça, c'est le genre de choses, en fait, que si, encore une fois, vous aviez 100 personnes très smart, mais qui n'ont pas de contexte, si jamais vous leur donnez le contexte, ils sont capables de le générer. Donc ça, c'est un exemple où dans évidemment, ce n'est pas l'interface que vous trouvez sur slide.com, mais c'est notre espace de prototype. On a en fait un experiment où on va chercher l'information de votre boîte sur Internet. On va chercher la description LinkedIn de votre boîte. On va chercher, si jamais vous êtes inscrit avec Google ou avec Slack, les informations de vos groupes, donc pour comprendre comment est structurée votre organisation. Et après, on va avoir un aller-retour avec un petit bot qui va vous poser des questions un peu plus profondes sur qu'est-ce que tu as envie de documenter, à propos de,
quelle partie de la boîte va utiliser Slide, pour documenter quel type d'informations, etc. Et à la fin, on est capable de générer ce genre de structure qui, en fait, fait déjà gagner énormément de temps pour l'utilisateur qui vient d'arriver sur son espace de travail. Donc voilà, donc ça, c'est un peu les exemples de la méthode qu'on a utilisée. Je pense que c'est cette question qui paraît très simple et assez utile pour comprendre, en fait, en regardant votre produit, qu'est-ce que vous pouvez faire. C'est simplement, si jamais j'avais ces 100 robots esclaves, qu'est-ce que je leur demande de faire pour moi sur mon espace de travail. Et alors, qu'est-ce que vous pouvez utiliser en termes de technologie? Et alors ça, je l'ai rajouté parce qu'on a parlé avec Damien de ce sujet-là avant le meet-up. Pour moi, c'est pas très important. Il y a beaucoup de discussions en ce moment sur quelle techno de LLM, comment est-ce que vous devez agencer tout ça, etc. Ça, c'est l'exemple de ce qu'on a utilisé pour Ask, donc pour ce bot où vous pouvez simplement poser des questions, avoir une réponse. On est parti d'une exploration avec GPT-3 et NLP Cloud, qui est un client français de LLM, et avec un contexte énorme. Donc, on donnait énormément de documents en entrée, en fait, le maximum de tokens qu'on puisse mettre en entrée du LLM, et on lui demandait la réponse. Ça marchait un peu, peut-être 50% du temps. C'était pas très efficace, mais déjà, on sentait qu'il y avait quelque chose d'exceptionnel quand on le voyait. Ensuite, on a eu accès à 3.5. On a pu mettre GPT 3.5 avec un énorme contexte. Le résultat était plus smart. Ensuite, on a été un peu plus malin. On s'est dit, peut-être que l'énorme contexte qu'on lui donne, c'est peut-être pas très intelligent. On a commencé à développer du semantic search. Donc, en gros, l'idée de se dire, si jamais vous cherchez comment est-ce que je peux poser mes vacances, vous êtes un employé dans une boîte, vous voulez savoir quel est le système en place pour faire ce genre de choses. On va chercher tous les articles à la base. À ce moment-là, c'était tous les articles qui sont de très ou de loin reliés à ce sujet. Et le problème, c'est qu'évidemment, si jamais vous cherchez par mots-clés simplement, ce qu'on faisait nous avant, ça va très mal marcher parce que si jamais vous cherchez comment est-ce que je peux poser mes day off ou alors si je peux poser mes jours, il ne va pas retrouver la même information. Donc, il faut de la semantic search pour faire ça. Ça, c'était juste être un peu plus intelligent que juste envoyer tout le contexte directement dans le LLM. Ensuite, on s'est retrouvé avec GPT-4. GPT-4, c'est extrêmement intelligent. Ça comprend tout, ça a une logique imparable. Je ne sais pas si certains ont joué avec, mais c'est incroyable quand on le pousse. Mais évidemment, c'est très coûteux. Et après, en fait, on s'est retrouvé à faire GPT 3.5 avec des chunks de contenu qu'on indexait qui, en fait, ont généré des bien meilleurs résultats que si on mettait juste GPT-4 avec des documents. Donc, en fait, on a gagné, je ne me souviens plus quelle est l'ordre de grandeur, mais c'est quelque chose de genre x5 en termes de coût. On a gagné un différentiel de 5 juste en étant plus intelligent dans ce qu'on allait envoyer au LLM. Et enfin, on s'est retrouvé à faire la même chose, mais avec GPT-4. Et en fait, c'est assez marrant, on s'est retrouvé dans un cas où GPT-4 était trop intelligent par rapport à GPT 3.5, dans le sens où il voulait tout comprendre. GPT-4, c'est un très bon moteur de logique, de raisonnement. Et en fait, on se rendait compte que quand nos utilisateurs posaient une question, ils voulaient tout répondre, mais en étant en rajoutant beaucoup de confiance dans la réponse. Ils disaient, mais ce document, peut-être qu'il veut plutôt dire ça, et il rajoutait énormément de détails pour pas trop se mouiller, quoi. Et du coup, en fait, on s'est retrouvé avec des technos qui sont un peu moins smart, à avoir des meilleurs résultats. Et ça, pour moi, c'est un peu la manière dont je vois la chose aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes réfléchissent à quelle techno je dois utiliser. Et je pense que vraiment, l'usage et le problème que vous résolvez pour vos utilisateurs, c'est vraiment ce qui compte en premier. Aujourd'hui, les AI, que pour moi, le stade dans lequel on est, c'est vraiment les prémices. Et c'est vraiment l'équivalent de ce qu'on a vécu pendant 15 ans, 20 ans de développement web. Je mets des exemples, mais ouais, Netflix, il y a une bonne partie de Netflix qui a été construite en Angular. Pour les développeurs qui sont ici, je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui portent Angular dans leur cœur. Ça n'a pas empêché Netflix d'être un énorme succès. Facebook et beaucoup d'autres n'ont pas commencé en ayant Docker et Kubernetes comme nous on a l'habitude de faire aujourd'hui quand on développe des applications web. Donc aujourd'hui, le champ des possibles et les technologies qui sont disponibles évoluent tellement vite qu'en fait, dans 3 mois, dans 6 mois, on va avoir des nouveaux modèles qui vont être bien mieux, qui vont être beaucoup moins chers, qui vont être beaucoup plus accessibles. Et la question de la technologie, pour moi, est vraiment à venir en dernière. J'espère que l'open source va exploser et qu'on aura des technos qui sont au niveau de GPT 3.5 dans très peu de temps. Mais à part ça, aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit la question numéro 1. Et c'est peut-être le dernier exemple enfin, juste une petite anecdote. On s'est mis à réfléchir dans la liste de toutes les questions que je posais en mode qu'est-ce que vous feriez sur votre knowledge base. Une des premières peines des personnes qui ont un espace de documentation, un espace de travail de manière générale, c'est d'avoir beaucoup de documents de vos teammates, de vos collaborateurs qui sont plus à jour, qui sont pas intéressants. C'est une vieille note de meeting d'il y a 2 ans. C'est un projet qu'on avait commencé à drafter, mais en fait qu'on n'a jamais fait et qui traîne toujours dans l'arbre.
et je le retrouve dans la search, ça me pollue ma search, etc. Et du coup, en fait, ça, c'est vraiment le genre de choses qu'on peut détecter très facilement avec de l'AI. Donc, on s'est dit, venez, on va le faire avec de l'AI. Et en fait, on s'est retrouvé à faire marche arrière et à juste implémenter un PageRank-like. Donc, vraiment comme Google, on regarde les connexions entre les pages, on regarde la propriété des pages. Donc, si jamais une page est connectée et référencée dans 5 autres pages et qu'elle est enfant d'une page très importante, et en fait, ça augmente son score d'importance. Vous faites ça sur tout votre arbre de connaissances. Et en fait, on s'est retrouvé à avoir des résultats qui étaient trop bien, où en fait, on était capable de détecter des énormes parties des arbres de nos utilisateurs, où il y avait, dans cet exemple, il y a 203 docs en dessous de cet arbre qui pourraient être enlevés. Et 203 docs à enlever, ça veut dire que pour toutes les personnes qui recherchent dans cette base de connaissances, il y a beaucoup plus de résultats qui sont pertinents qu'ils vont trouver à la fin. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui existe, une technologie qui existe depuis très longtemps. Vous n'avez pas besoin de l'AI. Et c'est ça que je trouve génial pour moi, en tout cas, dans la manière dont on l'a développé en interne, c'est que c'est le fait qu'on a réfléchi à cet aspect un petit peu magique, à comment est-ce qu'on peut améliorer l'expérience de l'utilisateur avec l'AI, qui a fait qu'on est arrivé à cette conclusion et à cette technologie qu'on va mettre en production dans pas longtemps. Et voilà, j'espère que ça a été utile. Est-ce qu'il y a des questions? Tu as parlé de GPT-3, c'est un peu Smart Chunks. Quand tu dis Smart Chunks, je n'ai pas bien suivi. Pourquoi c'est Smart? Comment vous avez fait le découpage des chunks? En gros, c'est un problème assez classique, un truc d'utilisation assez classique, et tu vas le retrouver dans quasiment tous les outils qui font ce genre de taf. Soit tu feeds tout ton document, ça pourrait être un PDF, ça pourrait être ce que tu veux. C'est ce que tu peux faire. Ça dépend donc à l'usage. Pour nous, quand tu as 10 000 documents dans une base de connaissances, c'est vraiment nécessaire. Ce qu'on fait, c'est qu'on n'indexe pas juste le document, mais on indexe des sous-parties de documents qui ont en fait cette sous-partie-là qui est peut-être 250 mots. En fait, c'est 250 tokens, on les limite en termes de tokens GPT, parlent d'un sujet. Et généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on le fait à la fois de manière en analysant le texte et en regardant la sémantique. Donc tout simplement, si jamais tu as des titres et des sous-titres, etc., tu es capable de comprendre qu'il y a un sens sémantique là-dedans et que telle partie du texte parle d'un sujet, telle partie du texte parle d'un sujet. Ils vont être reliés, mais en tout cas, ils peuvent être indexés séparément. On a une question en ligne. Si vous utilisez l'API 3.5 ou 4 de GPT, comment pouvez-vous vous assurer de l'aspect de confidentialité des données? Ouais, c'est une bonne question. Donc ça a été le plus gros backlash. Donc le ask, ce que je disais tout à l'heure, pour ceux qui font un peu de product, mais pour nous, c'était ouf parce que le taux de rétention des utilisateurs qui activent sur la feature est supérieur à la search, ce qui est incroyable. C'est une des features les plus utilisées pour les personnes qui ont ce use case-là. Par contre, l'énorme downside qu'on a eu, c'est quand on a release le truc, on s'est retrouvé avec énormément de clients enterprise qui disaient « Oh là là, j'ai trop peur », même si c'était dans nos processeurs, même si c'était GDPR, etc. Ils disaient « Non, mais c'est pas possible, j'ai pas envie d'envoyer de la data à OpenAI, etc. » Et du coup, en fait, on s'est retrouvé à faire, dans les 2 heures qui ont suivi, un champ pour disable dans le workspace. Et avec la possibilité, alors c'est très étrange, je ne comprends toujours pas pourquoi ça, mais il y a certains utilisateurs enterprise qui nous disaient, nous, ça nous va si jamais on met notre clé. Alors apparemment, ils ont un deal obscur que je ne connais pas, mais voilà, donc avec un champ aussi open pour qu'ils puissent mettre leur clé custom. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai très hâte qu'il y ait des modèles open source qui soient aussi bons, c'est que j'ai qu'une hâte, c'est qu'on n'ait plus à réfléchir à ce genre de choses. Il y avait une question, oui, vas-y. Sur la feature que tu montrais à la fin pour jeter les pages, comment tu t'assures qu'on ne jette pas une page intéressante? Comment tu t'assures que tu vois, tu as 203 pages, potentiellement j'ai une page qui est isolée et qui est intéressante? En gros, c'est juste une question, c'est une bonne question, c'est une question de où est-ce que tu mets le slider. En gros, la température, c'est un algo, donc si jamais, tu vois, genre, tu pourrais très bien le régler et les pages qui ont 2 jours d'inactivité sont déjà marquées comme froides. Donc, on est juste très conservateur. Enfin, on l'a pas encore mis en prod, tu vois, mais on va être très conservateur. On va mettre des pages dont tous les enfants et les sous-enfants n'ont pas été touchés dans les 6 mois et il y a très peu de chances qu'il y ait quelque chose. Et après, ça ne veut pas dire qu'elles sont détruites. Elles sont juste archivées. Donc, en gros, l'idée, c'est on a 3 features qu'on va release par rapport à ça. La première, c'est on a un panneau de knowledge management où tu vas pouvoir voir toutes les parties de ton tri que tu peux trier, tu peux enlever, trier par le nombre de pages qui ont le plus d'enfants, en fait, donc le plus de rangement que tu puisses faire. Dans ta sidebar, ça va être un experiment, mais tu vas voir les pages qui sont froides, qui vont commencer à être en opacité plus faible. Donc, tu vois, il n'y a pas de peur que tu perdes ton truc. Et après, alors là, c'est vraiment la question, est-ce que les utilisateurs vont bien aimer? Ça va être un experiment. On est en train de développer ce qu'on appelle du noise cancellation, où en gros, vraiment, tu imagines comme ton casque Bose ou je sais pas quoi, tu mets le petit clic et t'enlèves le bruit.
tu as un petit bouton comme ça dans la sidebar, tu cliques dessus et puis on t'enlève automatiquement de ton tri toutes les pages qui sont plus intéressantes. Et ça, on va voir si ça résonne ou si les personnes ont peur de ce genre de choses. Une autre question en live. La logique derrière la feature de structuration des prises de notes, est-ce qu'elle pourrait être reprise pour structurer un drive en bazar par thème ou... Ouais. Alors, il y avait deux, il y a deux, je sais pas sur quelle feature à laquelle la personne se réfère. Il y a la structure de la base de données, donc vraiment toute l'organisation du tri, et il y a la structure d'un document avec une template. Alors, là, un document avec une template, on peut le faire même à l'import carrément. Les gens, enfin, ça c'est juste du texte pur. Par contre, réorganiser une structure existante, c'est très très différent. Enfin, pour le coup, ça sera pas la même. C'est probablement possible. J'aimerais bien le faire, mais ça c'est clairement pas quelque chose qu'on a encore dans le pipe. Pour les smart chunks, quand on a des questions précises, en général, il s'agit d'aller chercher quelques chunks où se trouve l'information. Quand on a des questions transverses qui demandent plusieurs, je sais pas, le résumé, qu'est-ce que fait cette branche de l'entreprise? Disons que cette information ne soit pas stockée dans un document, mais qu'elle soit une espèce de synthèse. Ça peut largement excéder le contexte. Est-ce que c'est dans les questions que les gens posent, c'est une problématique qui apparaît, ou est-ce qu'en fait, concrètement, ils posent quasiment que des questions où les informations sont contenues dans des chunks et donc la question ne se pose pas? Alors, c'est une super bonne question. Donc, est-ce que les gens posent une question qui finalement est trouvable juste dans un document, ou est-ce que c'est à travers de plusieurs documents? On voit les deux. Et je pense que ça dépend vraiment de ton cas d'usage. Typiquement, les products vont faire plutôt de la research et en fait, ils vont pas prendre ça comme la voie absolue, mais ils sont plus à justement essayer de naviguer leur base de connaissances d'une manière un peu différente. Et puis, par contre, les gens qui font généralement du support ou de l'opération ont vraiment besoin d'une réponse précise. En général, c'est documenté à un endroit, c'est juste dur de le trouver avec la recherche. Enfin, c'est plus dur. Et du coup, pour le premier cas, en fait, non, il n'y a pas de... Enfin, ça dépend de la taille de ta base de connaissances, mais on le base sur notre moteur de recherche à la base. Donc, en fait, nous, on fait déjà un travail de pondération sur quels sont les documents les plus importants. Et après, en fait, c'est pour ça qu'on les sous-coupe en chunk de 250, je sais plus si c'est exactement 250, mais 250 tokens. Aujourd'hui, enfin, tu vois, genre, surtout si jamais les coûts continuent à réduire, la context window des derniers modèles, c'est 16K ou 32 000. Non, donc tu vois, il n'y a aucun problème. Enfin, là, tu pourrais fetch beaucoup. Je sais pas, 200 documents, un truc comme ça. Donc, 200 chunks, il n'y a aucun souci. Tu vois, tu trouveras ton information. Une dernière question. Comment vous faites pour évaluer votre alors c'est une bonne question, on l'a pas fait pendant longtemps. C'est-à-dire qu'on l'a fait vraiment maison. On avait une liste de questions qu'on savait qui répondaient mal et on vérifiait en fait à chaque fois si ça s'améliorait. Et là en fait il y a des tests qu'on est en train de faire en interne. Alors il y a des outils qui essaient de faire ça, qui essaient de te donner un pipe d'analyse et de test avec des LLM. Là, on est en train de le faire en interne. On le fait un peu de manière bizarre, mais en fait, on le fait valider par GPT-4 derrière. Donc, on fait du reverse sur le truc. Honnêtement, là, pour le coup, je sais pas du tout si ça marche bien ou pas. Je sais que j'ai vu ça, je trouvais ça marrant. Une dernière en ligne. Avez-vous un retour à nous faire sur les surcoûts engendrés par l'utilisation des API et ChatGPT? Vous pouvez répondre en pourcentage, c'est confidentiel. Non, alors non, mais je même, enfin, alors c'est en pourcentage, par exemple, par rapport à notre coût Elasticsearch, donc notre moteur de recherche. Franchement, ça doit être genre moins de 5% du coup pour l'instant. Alors que c'est une des features les plus sticky, qu'on a beaucoup de queries. En fait, la réalité, c'est que ça dépend vraiment du nombre de tokens que vous mettez. Et si jamais vous êtes suffisamment confiant dans l'optimisation en fait de l'input et de l'output, ça passe sans aucun problème. Et après, ce qu'on fait, c'est qu'on met du rate limiting pour les usages dans l'intérieur de l'éditeur et que en fait les gens peuvent mettre leur clé OpenAPI s'ils le veulent et qu'après c'est pris, ça fait partie du coût utilisateur. Mais honnêtement, c'était un concern il y a 4 mois et aujourd'hui, enfin, pour moi, c'est plus du tout un concern à l'heure actuelle. Vous disiez Elasticsearch, ça veut dire que vous n'avez pas de base vectorielle pour justement les embeddings que vous utilisez? Elasticsearch, on a. Ça veut dire que vous n'avez pas changé votre architecture et vous n'utilisez pas de base vectorielle spécifique dédiée? Alors, on a des fans d'Elasticsearch dans la team et on a changé d'architecture. On était sur Algolia qui en plus a release un embedding à ce moment-là, mais bon, on est allé assez vite pour que je me plaigne pas, mais puis surtout ça réduisait les coûts. Donc on a juste utilisé Elasticsearch qui a plusieurs modèles qui sont proposés à l'intérieur. Bah, en fait, c'est presque c'est un problème de product marketing. Ils ont déjà leur produit de base, donc se brander sur que ça, je pense que c'est un peu trop compliqué. Mais en fait, Elasticsearch, c'est ouf. Ils ont énormément de modèles, même de classification, de tagging. J'ai passé ça, mais on a un gros playground où on testait plein de choses. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles on est allé sur Elasticsearch, c'est qu'on pouvait aussi tester plein d'autres modèles très rapidement grâce à ça. Super. Merci beaucoup.